Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e des prix de la saison consacré à un Grand Prix de Miami super dense entre la pluie, le format sprint, les safety cars ou virtual safety cars qui perturbent le résultat des courses et les dynamiques différentes au sein des équipes. Eh bien, on a beaucoup de choses à se dire. Et d'ailleurs, on va attaquer directement avec, selon moi, un fil rouge que vous voyez déjà dès l'entrée de cette vidéo. Je trouve que ce week-end ne fait que confirmer, voire même renforcer toutes ou quasiment toutes les observations que l'on se fait depuis le début de cette saison. A commencer déjà par ce qu'il se passe du côté de chez McLaren qui a clairement assommé la concurrence ce week-end et particulièrement dimanche. On les sait meilleurs depuis Melbourne, mais là c'est la première course où il n'y a pas de pluie, où il n'y a pas d'interruption, où on peut dépasser, où tout se passe dans des conditions relativement normales. Et boum, ça fait 35 secondes d'avance sur leurs plus proches concurrents, alors qu'ils n'étaient pas en tête jusqu'au 15e tour ou 20e tour. Alors certes, Verstappen se fait avoir par la virtual safety car, etc. Mais le rythme est clair et net. Il y a plus de 30 secondes à la régulière sur les autres dans un Grand Prix normal. C'est enfin la matérialisation de leur claire et grande avance sur les autres. Ils sont partis pour largement dominer cette saison. Si les conditions restent ainsi, on verra après le début de la tournée européenne qui, selon moi, va être le dernier moment où le championnat peut changer. Le titre constructeur devrait leur appartenir, en tout cas ils ont déjà une large avance, et le titre pilote devrait se jouer en interne chez McLaren. Voilà, c'est on ne peut plus clair désormais après 6 Grands Prix. La MCL 35 est clairement au-dessus du lot, elle conserve mieux ses gommes, elle marche partout tout le temps, elle est très bien équilibrée, elle ne demande pas de faire de compromis, elle est très bien comprise par ses ingénieurs, bref, elle est au-dessus, elle est quasiment imbattable, sauf dans des conditions où on ne pourrait pas doubler un petit peu comme à Suzuka, et clairement en plus, dès l'instant où elle se retrouve en tête dans l'air libre, voilà, dès l'instant où ça arrive, la course est juste terminée, ça a été le cas hier. La chance des autres, le petit espoir, non pas de les battre sur une saison, mais de les battre peut-être sur une course, eh bien c'est les qualifications, où la voiture est un petit peu plus délicate à maîtriser, où c'est beaucoup plus serré, puisqu'on a notamment 3 équipes qui se tiennent souvent en 1 ou 2 dixièmes, parce que notamment l'avantage sur un tour sur les pneus est beaucoup moins visible sur le tour rapide chez McLaren, et c'est parce que c'est là aussi où les pilotes font des erreurs, on l'a encore vu ce week-end. En SQ3 et en Q3, Norris et Piastri, tous les deux ont fait des erreurs qui leur ont coûté à chaque fois les 2 pôles. Ils ont perdu des dixièmes dans certains virages, notamment le dernier plusieurs fois. Ils ont mal exécuté. C'est un petit peu la chance des autres de prendre la pole et d'espérer, si vous voulez, que le dimanche on ne puisse pas doubler, mais ça va quand même être assez rare. Heureusement pour Piastri et Norris, leurs manquements récurrents en qualif ont ce week-end été sans conséquence parce que ce circuit de Miami finalement n'est pas si mal pensé avec ces 3 zones DRS qui peuvent se suivre. Ça permet quand même d'avoir des dépassements, voire des batailles, mais il y a d'autres week-ends où ces erreurs en qualif seront rédhibitoires. Ça a déjà été le cas à Suzuka, ça peut être le cas sur un circuit comme Monaco, mais également comme d'autres. D'ailleurs, puisqu'on est sur les pilotes, ce week-end me semble également conforter et même renforcer l'avis que l'on se fait d'eux depuis la mi-saison dernière et a fortiori depuis le début de cette saison. Ils sont le miroir l'un de l'autre. D'un côté, on a Piastri qui n'est pas parfait, mais qui compense en maîtrisant tous les autres éléments et qui du coup est pour l'instant le meilleur. Son premier problème, c'est un manque d'exécution en qualif. Ça a été particulièrement visible à Miami où j'ai des choses à redire dans ces 2 Q3 entre guillemets, et ça a été le cas aussi sur d'autres circuits. Disons qu'il arrive souvent à assurer, c'est pour ça qu'il n'avait jamais quitté le top 3 en qualif avant la qualif de samedi, mais il ne fait que très rarement le tour parfait et quasiment jamais le tour choquant comme d'autres ont pu le faire déjà sur ce début de saison. Et après, son plus gros problème à l'heure actuelle, selon moi, comme je l'avais déjà avancé à Jeddah malgré sa victoire, et comme il l'a dit finalement lui-même hier, et ça s'est confirmé tout au long de ce week-end, il n'est pas le plus rapide pour l'instant intrinsèquement. On l'a vu sur la fin du relais en pneu intermédiaire, on l'a vu aussi sur, je dirais, l'entièreté globale de la course, où en rythme pur, il accuse un petit déficit face à Norris. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il est meilleur que son coéquipier dans tous les autres domaines, dans tout ce qui fait un champion, l'intelligence de course, la propreté, la précision, et avec tout ça, il vient effacer, surpasser son léger manque de rythme. Sa supériorité et son avance au championnat résident donc pour l'instant dans les petits détails où il est exceptionnel,
Au départ du sprint, il fait comme à Jeddah, il s'insère à l'intérieur et utilise parfaitement le règlement pour prendre la tête au premier virage. Ça aurait dû lui ramener la victoire du sprint s'il n'y avait pas eu la safety car, même si, bon, on l'a vu évidemment, c'est un des faits majeurs du sprint, il était en danger face à Norris au moment où la course est devenue sérieuse. Et puis en course, il compense une qualif un peu décevante par son intelligence de course, où il a été à l'inverse de son coéquipier. Il a été patient au début, et puis une fois qu'il a dû se battre face à Max Verstappen, il a été absolument parfait. Il a fait une merveille de gestion. Il était clairement plus rapide. Il a observé Max pendant quelques tours. Il sait qu'il ne passera jamais à l'extérieur sur Max Verstappen, ce que Norris, lui, ne semble toujours pas avoir compris. Il sait aussi que Max n'allait jamais offrir l'intérieur. Donc il fallait soit être beaucoup plus rapide et se rabattre avant le freinage, soit pousser Max à la faute. Et il a fini par le suivre sur 2 zones DRS et le pousser à la faute, le blocage de roue au premier freinage, et il est passé. C'est là-dessus, sur cette précision chirurgicale, que selon moi, il a gagné le Grand Prix hier. C'est franchement admirable et je continue de lui trouver une marge de progression dans le rythme pur. Et d'ailleurs, comme il l'a dit lui-même, enfiler 3 victoires en ayant encore la possibilité de faire mieux, c'est splendide, c'est extrêmement prometteur. Ça montre à quel point aussi il est largement meilleur dans tous les autres domaines. Et du coup, si on parle de Norris, il a encore une fois été quelque peu sa caricature, même si j'ai envie de ne pas tomber dans la critique facile et de dire que ce week-end, c'était un petit peu moins le cas que sur d'autres Grands Prix de ce début de saison. Mais quand même, et pour lui, l'un des plus gros soucis continue d'être l'exécution en qualif, puisqu'en SQ3, il n'est pas absolument parfait, et du coup, ça le met derrière Piastri au moment du sprint, et en qualif de Grand Prix, il perd clairement la pole sur le vibreur de l'avant-dernier virage. Ça, c'est vraiment extrêmement dommage, parce que clairement, le jour où Lando Norris passera le premier virage en tête, la course sera d'ores et déjà terminée, mais malheureusement, il n'arrive pas à faire ça, parce qu'il n'arrive pas à exécuter les samedis. Et puis le deuxième point qui l'empêche pour l'instant d'être mieux placé dans ce championnat, c'est qu'il gère mal les moments décisifs sur la piste, et dans cette course, ça s'est matérialisé par ses 2 rencontres en piste face à Max Verstappen. C'est une nouvelle fois là-dessus qu'il a perdu la victoire. D'abord, il y a le départ, le deuxième virage. La règle est très claire, si tu es en avance à la corde à l'intérieur et que tu restes dans les limites du virage, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas besoin de laisser de la place à ton adversaire, je dis pas que c'est bien, mais c'est clairement ce qui est le règlement aujourd'hui. Donc ouais, Lando Norris se fait pousser dehors avec une agressivité folle au virage 2, d'ailleurs Max est à la limite de perdre sa voiture, c'était vraiment limite dangereux, mais c'est comme ça, il n'y a rien à dire, c'est le règlement, je peux le regretter, mais Norris n'avait rien à espérer là-dessus. Je mets quand même une circonstance atténuante pour Lando dans le sens où, à ce moment-là, il n'a pas beaucoup de place pour aller forcément ailleurs. Il y a d'autres pilotes qui sont juste derrière, on est dans les conditions d'un départ. Et quand même, il se fait bien pousser dehors et il peut rien faire, il doit éviter l'accident. Donc, sur cette manœuvre du premier tour, je serai moins sévère que d'autres manœuvres du premier tour de Lando Norris par le passé. Mais après, malgré ça, il avait quand même un rythme absolument incroyable, il est remonté super fort, il était clairement l'homme le plus rapide de la course hier, mais quand il a retrouvé Max Verstappen en piste, on a vu la différence avec Piastri qui avait étudié et a saisi l'opportunité de passer Max. Lando, lui, n'a pas fait la même chose, puisque dès le premier tour où il est derrière, il a l'opportunité de passer au premier virage, comme Piastri, sauf qu'il continue d'insister à l'extérieur face à Verstappen, qui a d'ailleurs été gentil, il ne l'a pas poussé dehors alors qu'il aurait largement pu. Ça suffit pas. On sait que face à Verstappen, tu passeras jamais à l'extérieur. Donc peut-être qu'il aurait dû décroiser, tenter autre chose. En tout cas, c'était à mon sens, encore une fois, naïf et mal méprisé. 2 tours plus tard, il passe, mais hors de la piste. Raté, il doit rendre la position, il perd un temps fou. Et il finit enfin par passer. Le delta de vitesse était énorme. Sauf qu'entre-temps, il a laissé échapper 3 ou 4 tours. Et du coup, ces 3 ou 4 tours ont donné 6-7 secondes d'avance à Piastri, qui ont été des secondes décisives pour la victoire. S'il passe à la première opportunité, il est 2 secondes et demie, 3 secondes derrière, et là, clairement, à nouveau, il joue la victoire. Donc ouais, je continue de dire qu'hier, c'est son duel face à Verstappen qui a enlevé la victoire à Norris plus que le reste. Donc finalement, le constat reste le même pour les 2 pilotes, comme depuis le début de la saison.
Pour ce qui est de la lutte au titre, les deux clés à surveiller me semblent être du côté de Piastri. Il a l'occasion clairement de tuer Norris si jamais il parvient à hausser le ton au niveau du rythme, parce que s'il combine son exécution actuelle avec un rythme quasi égal ou meilleur que Norris, ça deviendra injouable. Et du côté de Norris, la clé, c'est de continuer à se sentir plus à l'aise dans la voiture, ce qui est vraiment bien le cas depuis Jeddah. On l'avait pressenti, je trouve que ça s'est confirmé, il est vraiment redevenu très 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 rapide, mais il va falloir mieux exécuter en qualif et être plus intelligent en course, c'est son plus gros défaut. Et du côté de Red Bull, bien qu'on semble avoir mis la crise avec un C majuscule assez derrière soi, je trouve quand même que les semaines se suivent et se ressemblent et que les conclusions apparaissent de plus en plus claires. Je mettrai donc 3 points majeurs en lumière. Tout d'abord, numéro 1, Max Verstappen continue d'être Max Verstappen, d'être parfait, même en arrivant à la dernière minute, même en ayant sûrement un autre événement très personnel en tête, il sera complètement toujours intraitable. Je crois qu'il ne pouvait rien faire de plus dans la partie sprint où il allait terminer 3e derrière les deux McLaren qui dominaient, sans l'unsafe release où clairement il n'y est pour rien et qui fait passer de 3e à hors des points. Bon, ça, le pauvre, il s'est fait avoir là-dessus. Et puis dans la qualif du Grand Prix, il a encore une fois été sensationnel. Il a refait le coup finalement du Japon et de l'Arabie Saoudite en étant quasiment parfait, parce qu'il y a quand même une erreur dans le premier virage, pendant que ses adversaires, eux, ont un petit peu bafouillé. Et puis après, son Grand Prix, il est parfait. En tout cas, je n'ai rien à redire. Top départ utilise parfaitement le règlement face à Norris, puis dans ses défenses où, selon moi, il a tenu derrière lui les deux McLaren plus longtemps que ce que ça aurait dû être, que la logique l'aurait imposé. Et après, il fait de son mieux, sauf qu'il se fait avoir par le timing de la VSC où George Russell ne s'est pas encore arrêté. Et c'est là-dessus qu'il perd le podium. Donc oui, on peut dire que ce week-end, Verstappen a été parfait et qu'il se fait enlever 2 troisième places à cause d'événements où il n'a rien maîtrisé, un unsafe release et un timing de VSC. Point numéro 2, comme on le disait déjà après la Chine, tout autant incroyable, soit Verstappen, tout aussi friable, soit McLaren et ses pilotes, eh bien je crois que le Néerlandais ne peut pas être champion avec cette RB21. Cette voiture est loin d'être mauvaise et je crois qu'elle est de mieux en mieux comprise. Il y a eu une première upgrade sur le fond plat qui a visiblement fonctionné. Il y a une fenêtre qui s'est peut-être un petit peu élargie, elle a également un bon potentiel en qualif, elle semble un peu plus constante, mais voilà, elle a juste pas le rythme pour se battre face à la McLaren, elle gère beaucoup moins bien ses pneus, elle n'a pas le rythme pur pour arriver à contester sur l'ensemble d'un Grand Prix les deux voitures orange, elle est un poil trop capricieuse, elle n'est pas assez précise pour que Verstappen la rende intraitable. Donc oui, je pense que ça ne peut pas permettre d'être champion que de conduire cette Red Bull. Et mine de rien, il a déjà 32 points de retard. Ça fait très longtemps, je pense depuis le début de la saison 2022, qu'il n'a pas eu autant de retard sur la tête. Et là, on n'est clairement pas dans la configuration de l'an dernier. Il n'a plus un matelas d'avance et il n'a plus une voiture qui rivalise. J'ai du mal à voir comment Verstappen va pouvoir enchaîner un 5e titre consécutif. C'est très simple désormais, les grosses améliorations qui devraient être apportées par toutes les équipes à Imola et l'entrée en vigueur de la directive technique sur les ailerons du côté de Barcelone sont les 2 derniers tournants possibles pour ce championnat 2025, il me semble, surtout avec le fait que 2026 arrive. S'il n'y a pas de rapprochement, de bouleversement, d'abord à Imola, puis à Barcelone ou juste derrière, voilà, clairement pour moi la saison sera terminée et les conclusions qu'on tire aujourd'hui seront définitives. Aujourd'hui, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont ancrées, mais il reste encore du temps pour les changer. Ce temps désormais est compté. Imola, Barcelone, si ça ne renverse pas, la saison est finie. Enfin, en tout cas, les conclusions se tireront jusqu'à la fin. Et puis 3, je voulais dire un petit mot de Tsunoda, puisque c'est son 4e Grand Prix dans la Red Bull, et qu'en fait, on ne parle quasiment jamais du fait que Red Bull n'a qu'une seule voiture, on l'a quasiment intégré, on l'a vraiment oublié, et voilà, ma conclusion, c'est que la situation reste impossible à renverser, malgré un bon travail du pilote. Je trouve que Yuki s'en sort plutôt pas mal, mais voilà, encore une fois, il y a des choses qui vont contre lui sur l'ensemble du week-end, puisque sa qualif sprint, elle est tuée par sa propre équipe qui communique mal et qui l'empêche de faire un dernier tour en SQ1. Son sprint, il sert de cobaye en étant le premier à chausser les pneus pluie pour voir si ça ira à Verstappen, mais finalement Yuki, il s'en sort. Il fait pas d'erreur et à la fin, il marque de beaux points, donc ça franchement, c'est à mettre clairement à son crédit. En qualification, encore une fois, pas de catastrophe, il arrive à passer en Q3, ce que ses prédécesseurs ne faisaient quasiment plus sur les derniers mois. Malheureusement, on voit aussi que quand en Q3, il faut amener la voiture à son maximum, eh bien c'est le moment où le numéro 2 ne peut pas suivre.
encore plus quand il n'a que 4 qualifs avec l'équipe dans les pattes. Et après son Grand Prix, il est bloqué derrière les Williams et les Ferrari sur le premier relais, et après, il ne brille pas forcément, mais je crois que cette Red Bull ne permet pas non plus forcément de briller. Donc ouais, Tsunoda, je trouve, fait un travail correct, même si l'écart avec Verstappen est forcément immense. Mais la conclusion sur Red Bull sur ce troisième point, c'est que Lawson, Perez, Tsunoda, Hadjar, Carlos Sainz, qui vous voulez, le problème dans cette voiture, c'est toujours pas le pilote, c'est la manière dont l'équipe opère autour. Allez, on passe chez Mercedes, où là aussi je trouve qu'il y a un fil rouge qui est que c'est beaucoup plus positif que peut-être la saison dernière, voire celle d'avant, mais qu'on continue de vivre des hauts et des bas au sein du même week-end. D'abord, c'était très haut avec une voiture qui a fonctionné très fort dès le début, dès vendredi, et surtout un Kimi Antonelli complètement en feu, qui a été clairement devant Russell, qui a été parfait lors de la qualif sprint, et notamment dans la dernière tentative où quand les McLaren ont un petit peu tremblé, lui a été vraiment sensationnel. Le tour est incroyable, et il a donc signé sa première pole entre guillemets à ce moment-là. C'est dommage que ça arrive dans le sprint parce que c'est pas une vraie pole et parce qu'avec tout ce qui s'est passé derrière, malheureusement on l'a un peu oublié, mais c'était le premier grand moment en F1 de ce talent que l'on connaît depuis le karting. Antonelli, ça fait 3-4 ans que ceux qui suivent de près savent qu'il sera enfin un jour et qu'il aura la possibilité de dominer un jour en F1. Voilà, c'était le premier moment où ça se matérialisait, et je trouve que ce qui était parlant dans sa performance dingue, c'était de voir la réaction de son père et de Toto Wolff. Ce sont les deux personnes qui le côtoient le mieux, qui savent le mieux de quoi il est capable, qui croient le plus en lui. Et là, ces deux mecs venaient de prouver à la face du monde que, voyez, on avait raison depuis le début, et il n'a que 18 ans. Donc clairement, c'était dingue. Et il ne faut pas oublier non plus, ce qui pour moi est peut-être encore plus impressionnant, c'est qu'après un sprint qui s'est mal passé, on va y venir, il refait une qualif du Grand Prix incroyable. Il est qu'à 67 millième de la pole, à 2 millièmes de Norris. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment la preuve que c'est exceptionnel ce qu'il fait, alors qu'il n'est qu'au tout début de son apprentissage. Mais malheureusement, on vient de l'effleurer, il a été très malheureux dans les courses où le ciel s'est abattu sur lui, clairement. Je trouve quand même qu'il a été un poil naïf au départ de la course sprint où il ne se place pas pour défendre Piastri, prend aussi un envol un peu moyen, et je l'ai trouvé un peu naïf au premier virage où il fait un move qui l'empêche de prendre correctement la trajectoire, et donc au lieu de passer deuxième, il passe quatrième, alors que clairement ce que faisait Piastri était dans les règles. Donc malheureusement sur ce coup-là, il n'a pas bien géré, mais c'est son premier départ à ce niveau-là, sa première vraie lutte aussi avec un autre pilote sur la piste. Et après, alors qu'il s'apprêtait à faire sûrement quatrième ou cinquième, il a ce souci dans les stands où il tape Verstappen alors qu'il n'y peut rien et doit faire un drive-through. Donc le pauvre, ça a ruiné sa course. Et lors de la course aussi, il n'a pas eu de bol puisqu'il s'arrête avant la VSC. Ça permet tout simplement à Russell de passer, et ensuite il a été à la merci d'Albon, où j'ai trouvé quand même que le deuxième relais de Kimi était un poil moins bon que le reste de son week-end. Mais voilà, l'ensemble de son week-end est complètement époustouflant. Pour moi, c'est son meilleur en F1, le meilleur de ses 6 premiers, vous me direz si vous êtes d'accord. Quant à Russell, paradoxalement, j'ai trouvé que c'était l'inverse d'Antonelli. J'ai l'impression qu'il a fait son pire week-end du début de saison en termes de niveau pur. Mais lui, les événements ont tourné en sa faveur et il a été récompensé un poil plus que ce qu'il n'aurait dû être. En vrai, sans qu'il ne comprenne pourquoi, il n'était pas à son niveau habituel, surtout en qualification. Et ouais, c'est décevant et c'est surtout vraiment dommage car la Mercedes avait du potentiel. Et quand on voit où l'a mise Kimi lors des 2 qualifs, en fait, Russell, s'il avait été à son niveau, ça se trouve, il aurait été en pole 2 fois. Donc dommage. Mais son rythme de course était quand même bien meilleur, je trouve qu'on l'a vu le samedi sous la pluie et sur une énorme partie de la course le dimanche. En plus, ça a tourné en sa faveur, l'accrochage dans les stands entre Kimi et Verstappen lui fait gagner 2 places dans le sprint, et on a également la VSC qui tombe au bon moment alors qu'il étend son relais, alors qu'il était coincé au début, et bien ça lui permet de passer devant encore une fois Verstappen et Antonelli, donc il va chercher le podium là-dessus. J'ai quand même envie de saluer son rythme de course et aussi sa propreté, puisque malgré ses galères, il a très très bien limité les dégâts. Il était à moins de 2 dixièmes de la pole quand même samedi, donc c'est pas mal. Mais je retiendrai quand même que c'était un week-end plus délicat pour lui. Et pour conclure, quant à Mercedes, finalement, elle est à sa place. Elle est très bonne, très dangereuse en qualif ou sur les pneus les plus tendres et sur un exercice très court.
elle est vraiment capable de s'insérer très haut, de jouer limite quasiment les pôles. Et en course, elle est ensuite plus ou moins proche de Verstappen et du podium selon les scénarios, selon ce qui se passe, selon la piste. On verra maintenant si cette voiture qui est stable, qui est bien comprise pour une fois, pourra être bien développée lors des prochaines courses. Eux aussi, leur saison va tourner là-dessus ou non. Allez, maintenant, je sais que vous l'attendez, passons à la page Ferrari. Et évidemment, c'est la grosse déception de ce week-end, peut-être même de ce début de saison, et c'est un peu le drama en sortie de ce Grand Prix. Alors, je vais quand même commencer par le positif, peut-être le seul positif, c'est Lewis Hamilton, puisqu'après un triple header qui avait été très difficile, qui avait été conclu par une vraie claque du côté de Jeddah, il a été bien meilleur. Vendredi, son déficit sur Leclerc se chiffrait aux alentours de 2 dixièmes et non plus de la demi-seconde ou des 6 dixièmes. Samedi, il a réalisé sa meilleure qualification, j'ai trouvé. Alors oui, c'est celle où il sort en Q2, mais Ferrari était en galère, il était très proche de Leclerc au moment où il sort, moins d'un dixième. Et surtout, je pense qu'il était plus rapide que Leclerc dans cette qualif. Malheureusement, tout s'est joué sur une erreur au virage 2 de son dernier tour de Q2. Mais dans le fond, dans le potentiel, je crois que dans cette qualif, c'est la fois où Hamilton s'est le plus approché de la limite de la voiture. Je trouve qu'il est allé dans le bon sens ce week-end, contrairement aux autres. Et puis ensuite, même s'il y a eu des trous d'air, faut pas oublier son premier relais du sprint qui est vraiment en galère, il est à deux doigts de se faire passer par une Williams, je crois que c'est Albon, et une Haas, il me semble que c'est Ocon. Il y a aussi l'entame de Grand Prix qui est un petit peu poussif, il met du temps justement à venir rentrer dans le top 10. Il y a aussi un dernier relais sur les médiums qui m'a un peu laissé sur ma faim puisqu'il avait un meilleur potentiel pneumatique et il n'a pas vraiment mis à profit, notamment face à Leclerc et face à Antonelli. Bien quand même, sur l'ensemble global, c'était bien meilleur, bien plus proche de Leclerc. Et la grosse cerise sur le gâteau, c'est évidemment son sprint, en tout cas son flair dans le sprint, puisque c'est lui qui a demandé à s'arrêter et à mettre les pneus tendres. Voilà. Clairement, il ne doit son podium en sprint qu'à lui-même, qu'à sa vista. Et ça, c'est vraiment fort de continuer à peser malgré des fois où on est moins bien et malgré une voiture qui n'a pas le niveau pour jouer là où il l'a amené finalement samedi. Pour le reste, c'est la cata chez Ferrari. Il suffit de regarder ce qui s'est passé du côté de Leclerc, qui a été, je trouve, frustré et frustrant. Frustré car, encore une fois, sur l'ensemble du week-end, il me semble amener la voiture à son maximum. Ça a été notamment le cas sur les deux qualifs. Je l'ai un peu trouvé peut-être un poil en dedans dans le Grand Prix, mais je suis pas sûr qu'il y avait grand-chose de plus à gratter. Il était coincé derrière les Williams quasiment tout du long. Frustré aussi parce que les limites de sa voiture sont aujourd'hui clairement connues, et après 7 ans chez Ferrari, on a le sentiment que l'histoire se répète un peu sans cesse. Il est aussi frustré parce qu'il y a eu cette gestion de la course des deux pilotes qui a été à revoir, on va y venir. Et puis, il a aussi été frustrant puisqu'il y a ce crash avant la course sprint. Alors, les circonstances atténuantes sont évidentes. Ferrari qui fait sortir ses pilotes en intermédiaire. D'ailleurs, même Hamilton a failli sortir juste derrière. Il a fait un aquaplaning. C'est une petite erreur qui a des conséquences beaucoup trop grandes par rapport à d'autres erreurs d'autres pilotes dans le week-end. Maintenant, tu ne dois pas te sortir dans le tour de mise en grille, même s'il y a de la pluie, et je trouve quand même qu'il allait assez vite, même si je n'ai pas de données pour vérifier mon feeling. Ça reste quand même une erreur gênante, au final. Alors concernant maintenant la gestion de la course des deux pilotes avec cette confusion, les deux échanges, les radios, oui, ça a animé la course de manière clairement pas positive, on va le dire, mais après analyse, je vais calmer peut-être un petit peu le jeu. Déjà les pilotes, leur radio, surtout celle d'Hamilton qui était quand même assez épicée, assez sarcastique, elle a quand même dit des choses assez puissantes hier à la radio, j'oublie totalement, il n'y a aucun problème, je répète à chaque fois, dans le feu de l'action, les pilotes n'ont pas toutes les données, vivent quelque chose de totalement différent. Pour moi, ces propos à la radio, ces crises de colère, ces tons, etc., pour moi, il n'y a absolument aucun souci, encore plus quand, dès l'arrivée, ils ont tous les deux un discours qui est ultra positif, qui est ultra réfléchi, qui est ultra calme. Aucun des deux pilotes n'est fautif, il n'y a aucun problème entre les deux, voilà, pas de problème. En revanche, l'équipe, elle est vraiment critiquable, même si je vais me faire peut-être un petit peu l'avocat du diable, puisqu'après analyse, je trouve que c'était pas facile à arbitrer comme situation, et ils n'ont pas non plus ruiné la course de leur pilote. Alors oui, clairement, la conclusion, c'est que le cafouillage et la mauvaise communication ont fait perdre de précieuses secondes qui auraient pu permettre à l'un, voire les deux pilotes, d'aller chercher Antonelli et donc de prendre quelques points en plus.
Mais la situation est plus complexe au global, je vais tenter de l'expliquer. Premièrement, ils n'ont pas de chance puisque les deux voitures n'étaient pas censées se rencontrer en piste, mais la VSC tombe dans le timing parfait pour Hamilton et s'arrête pendant que Leclerc est au stand. Du coup, les deux voitures sont collées et en plus, Hamilton avait de meilleurs pneus que Leclerc, ce qui a compensé un rythme un peu moins bon. Du coup, les deux voitures étaient à jeu égal. Alors, ça ne veut pas dire que l'équipe ne doit pas bien gérer la situation, mais en tout cas, c'était pas du tout censé arriver et encore moins comme ça avec cette différence de gamme. Il y a aussi, et c'est important de le noter, l'effet DRS qui selon moi arrive souvent et Sainz était le spécialiste de ça chez Ferrari. Le pilote qui est derrière a le DRS 3 fois par tour et donc paraît plus rapide, on l'a vu. Quand Hamilton était derrière, il était plus rapide, fallait qu'il passe, il collait Leclerc. Et quand c'est Leclerc qui est passé derrière, eh bien Leclerc était plus rapide, il fallait qu'il repasse. Donc clairement l'effet DRS est un petit peu un trompe-l'œil dans ce genre de scénario. Et d'ailleurs, c'est ce qui a demandé à Ferrari du temps pour prendre une décision. Était-ce que le pilote derrière était plus rapide au DRS ou était-il réellement plus rapide? Ça, c'était un peu compliqué à juger. À partir de là, c'est très compliqué, surtout que selon moi, à ce moment-là, il regardait clairement plus derrière que devant, ils devaient se méfier de Sainz. D'ailleurs, leur première consigne, c'est de rester ensemble et de se donner le DRS comme les Williams il y a 2 semaines pour résister à Carlos. D'ailleurs, que les deux pilotes ont passé de superbes manières et de manière opportuniste. Mais Hamilton insiste à la radio et comme il a de meilleurs pneus que Leclerc, le faire passer devant est logique. Ça a peut-être pris un petit peu de temps et provoqué l'agacement de Lewis, mais ça a fini par être fait. Le souci, c'est qu'il n'était pas vraiment plus rapide, en tout cas n'a pas réussi à fondre sur Antonelli, et donc Leclerc, à un moment donné, a voulu repasser parce qu'il était plus rapide, et on l'a logiquement fait parce qu'il faut rendre la position dans ce genre de cas, sinon tu crées un précédent vraiment problématique. Là aussi, ça a peut-être pris quelques petits tours de trop. Il y a d'ailleurs eu un cafouillage, on a dit à Leclerc, Hamilton va te laisser passer, alors qu'on n'avait pas encore dit à Hamilton de le laisser passer, donc ça a pris un demi-tour de plus. Donc voilà, clairement, c'est la preuve que tout n'a pas été bien fait, mais dans le fond, il fallait rendre la position. Ils l'ont fait. Et donc, clairement, à l'arrivée, je trouve que ce qu'ils ont fait sur le papier est bon. Juger qui est plus rapide, laisser passer Hamilton, relaisser passer Leclerc, c'était ce qu'il fallait faire. Mais la communication est tellement mauvaise. Les deux pilotes n'ont pas les mêmes infos, ne savent pas la même chose au même moment, on ne leur explique pas ce qui va se passer, on tergiverse, on prend du temps. C'est ça le vrai problème dans la situation hier, c'est que c'était pas préparé, ça a été mal géré, que ça a été fait dans la panique, que personne n'a vraiment tranché correctement à un moment donné et qu'on a laissé les deux pilotes livrés à eux-mêmes dans 2 situations différentes, difficiles à gérer. Ça, c'est vraiment le gros point noir de la situation, puisqu'à l'arrivée, ça crée des sueurs froides, des premières tensions entre guillemets dans le duo Hamilton-Leclerc, même si tout va bien à l'arrivée, et ça coûte des précieuses secondes qui auraient peut-être pu permettre d'aller chercher Antonelli et de grappiller des points. C'est une situation que Ferrari ne doit plus reproduire maintenant, clairement plus. Mais selon moi, le pire, c'est que c'est pas ça le plus gros problème de Ferrari, c'est que cette bataille interne, elle avait lieu pour la P7. Et oui, le gros problème de Ferrari, c'est que ce week-end, elle était la 5e force derrière Williams. La Scuderia ne peut pas jouer avec les 3 équipes de devant, c'est désormais un constat très clair, notamment lors des qualifications où on voit clairement les limites d'une SF25 qui me semble arriver déjà au bout de son potentiel. Et en plus, le souci me semble profond, presque conceptuel, et je ne suis pas sûr que les upgrades puissent y changer grand chose, puisqu'on a des soucis sur la hauteur de caisse, on a un équilibre qui est totalement raté, on a une mauvaise adhérence, on a du mal à chauffer les pneus, on a un arrière qui ne tient pas en place, on sous-vire, on survire en même temps, on a une mauvaise traction, on a une difficulté à tourner, notamment parce que le grip mécanique et le travail au niveau des suspensions posent pour l'instant problème, on ne comprend pas la voiture qui a une fenêtre trop petite. Bref, je m'en arrête là, mais je trouve juste que la copie qui a été totalement revue dans l'hiver est simplement ratée. Et je ne suis pas sûr que ça puisse être changé. Il va y avoir des packages à Imola, mais encore une fois, comme pour Red Bull, ce sera, je crois, la dernière chance. Si là, ça ne marche pas, eh bien, je crois qu'il va falloir se mettre déjà en mode 2026 et que Ferrari n'a plus qu'1 ou 2 Grands Prix avant que sa saison 2025 soit un vrai échec. On s'y dirige tout droit. Allez, partons maintenant sur quelque chose de beaucoup plus positif, on vient de l'évoquer rapidement, c'est évidemment Williams qui a été devant Ferrari ce week-end. Incroyable performance, comme à chaque fois, dès la première séance d'essai, eh bien ça marche d'entrée de jeu. Cette voiture, elle est tout le temps dans le coup, elle est constante, elle aime tous les types de virages, elle est facile, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et là voilà, c'était mieux que Ferrari, c'est devant une Mercedes, c'est à quelques encablures de Verstappen et de Russell à l'arrivée.
c'est incroyable. Alors je pense que la piste de Miami a particulièrement peut-être mis en valeur cette voiture, puisque les week-ends d'avant, c'était pas forcément ça. Mais la réalité de Williams, c'est qu'elle est largement la cinquième force, a 2 excellents pilotes, et que dans ses meilleurs jours, elle vient embêter les top teams. C'est dingue, c'est magnifique, bravo. Le travail est dingue, et en plus, ils ont de l'avance. Leur vrai projet, c'est dans 1 ou 2 ans. Pour l'instant, tout est parfait et ça ne va que vers le haut. On a des raisons énormes d'être optimiste pour la suite. Et en plus, je trouve que dans la partie sprint, on a été mal payé. Déjà, les 2 voitures auraient dû passer en SQ3 sans l'erreur de Sainz dans son seul et unique tour de SQ2. Et Albon a fait une course parfaite qui a malheureusement été gâchée, effacée même par une pénalité pour un non-respect de temps minimal sous safety car dans des conditions très difficiles. Je trouve que c'est très dur et c'est très dommage. Mais voilà, en qualif, les 2 voitures sont en Q3 devant les Ferrari avec un Sainz qui confirme sa forme de Jeddah et qu'il s'approche du 100% d'adaptation à cette voiture. Et puis le rythme de course est tout simplement bluffant, même si tout n'a pas été parfait quand même dans la gestion des 2 pilotes. Et que je pense qu'il y avait des petits points à gratter en plus. Ce qu'il s'est passé et qu'on n'a pas forcément vu d'ailleurs ou bien compris, c'est déjà qu'au départ, les 2 voitures se sont touchées dans le chaos des premiers virages. Rien de grave, mais on va dire qu'Albon était passé, sauf qu'il avait un petit peu peut-être des suspicions de problèmes sur sa voiture. Il avait aussi un problème de pression d'eau. Sainz en a profité pour repasser. Et après, au moment où Sainz commençait à se dire « Bon allez, on fige les positions », et on attaque, on va de l'avant, on cède comme à Jeddah, eh bien on n'a pas forcément communiqué la même chose aux 2 pilotes et quand Sainz pensait qu'on ne s'attaquait plus, eh bien on disait à Albon vas-y tente et il est passé, ce qui a fait sentir Sainz un peu bête, il l'a dit lui-même à l'arrivée, mais je trouve aussi que c'était pas forcément très bien géré puisqu'Albon une fois devant dans l'air libre, il a retrouvé un rythme qui était meilleur, ses soucis se sont évaporés et il a distancé Carlos en plus avec le moment des arrêts au stand, ce qui a laissé Carlos un petit peu tout seul avec un rythme qui reste pour l'instant un petit peu moins bon que son coéquipier lors des Grands Prix et donc il a fini par se faire avoir par les 2 Ferrari. Dommage, petit défaut de communication, manque d'entraide qui est finalement l'inverse de ce qu'on a vu à Jeddah et je pense que ça a coûté quelques points. Si on rajoute à ça le sprint où malheureusement tout n'a pas tourné en leur faveur, eh bien je trouve que Williams qui fait déjà un excellent week-end en marquant je crois 12 points, eh bien aurait dû en marquer plus que ça et devrait aujourd'hui être quasiment assuré déjà de la 5e place, on y viendra quand on verra les classements. Allez, on passe aux Français pour qui le week-end a été vraiment frustrant, je trouve, et c'est bien illustré, bien symbolisé par Isack Hadjar qui termine à 168 millième du point de la 10e place après l'application de la pénalité de Tsunoda pour excès de vitesse dans les stands. Sur Isack, je vais dire que c'était encore une fois très très bien. Il a dominé Lawson, il a réalisé encore 2 superbes qualifs. Malheureusement, tout au long des courses, il y a des petits détails qui l'ont empêché de concrétiser en marquant des points. D'abord dans le sprint, il doublait par Lawson au départ, ce qui fait qu'il s'arrête en 2e et du coup il est loin et à l'arrivée il ne marque pas de points alors que je pense que s'il était resté devant, il y avait à l'arrivée une 6-7e place qui était jouable. Et dans le Grand Prix, il y a une erreur à la relance de la première VSC qui le met à la merci d'Hamilton et le met loin de ses concurrents qui seront plus tard Ocon et Tsunoda. Son Grand Prix est ensuite vraiment très bon malgré, comme il l'a dit, des petites bévues à droite à gauche qui coûtent peut-être ce qui est à l'arrivée lui enlève le dernier point. Donc voilà, il y a des petits détails peut-être à corriger, à cleaner, et qui lui auraient peut-être permis de rapporter 3-4 points à la sortie de ce week-end. Mais honnêtement, pour un rookie sur un circuit qu'il n'a jamais connu, il a largement devancé Lawson. Voilà, ça reste absolument excellent, il est dans le coup. Voilà, c'est juste pas visible au niveau des points. Et c'est finalement la situation inverse pour Pierre Gasly qui a arraché un point dans le sprint après les pénalités des autres pilotes alors que sa voiture n'avait clairement pas le potentiel pour le faire ce week-end. Alpine était en grosse difficulté, probablement la 8e force sur ce circuit qu'elle a clairement moins apprécié que Bahreïn et que Jeddah. Mais voilà, Pierre, il est là, son sprint et sa course sont selon moi optimisés. C'est quasi impossible de lui demander d'y faire mieux. Malheureusement, il y a cette qualif où il sort en Q1, où il est battu par Douane. Ça a peut-être mis un petit peu trop loin pour la course. On a aussi Alpine qui met du temps à s'arrêter et doit bénéficier de la 2e VSC. Voilà, mais bon, je pense que fondamentalement, Pierre le sait, sortir du week-end avec 1 point, c'était le bout du monde dans cette Alpine.
Quant à Esteban, il a subi les montagnes russes et le petit retard de Haas sur la concurrence, sur les écuries qui jouent les points. Mais lui, il a été, je trouve, vraiment excellent du début à la fin, dominant Biermann, faisant 2 très bonnes qualifs, notamment celle du Grand Prix où il passe en Q3. Et ces 2 courses, me semble-t-il, sont vraiment très bonnes. Il a été à la limite de la voiture et il n'a pas eu de bol dans le Grand Prix puisqu'il était dans les points, mais s'est arrêté juste avant la VSC, ce qui lui a fait sortir des points. Dommage, mais voilà, Haas n'est pas vraiment décroché, hein. Il a juste un poil de retard et un poil d'inconstance qui l'empêche d'être constamment dans les points. Mais voilà, il va y avoir des évolutions qui arrivent et je pense que c'était un week-end qui globalement était positif et surtout qui était très bon du strict point de vue d'Ocon. Allez, pour terminer, dernière section avant le final habituel de la vidéo, on va parler des autres et d'abord un mot de Fernando Alonso qui vit une saison cauchemardesque, frustrante au possible, illustrée par ce qu'il a vécu dans le sprint. Honnêtement, la partie sprint d'Alonso, elle est exceptionnelle. Il passe en SQ3, notamment en étant intelligent, en se faisant un jeu d'aspi avec Verstappen. Il a amené son Aston, qui est vraiment très limité, très triste, largement au-delà de son potentiel. Il est 8e, donc dans le point, tout le long de la sprint, mais son équipe ne l'a jamais appelé au stand alors qu'il fallait chausser les pneus secs, et il a fini par se faire percuter par Lawson, où selon moi c'est clairement la faute de Lawson. Voilà, donc pas de points. Samedi, retour à la réalité en qualif, la voiture est catastrophique, élimination en Q1 malgré le fait qu'il bat Stroll. Bon, il y a un spin tout seul lors du Grand Prix qui malheureusement fait un peu tâche, mais c'est son seul problème du week-end, et ça illustre une saison où rien ne veut tourner en faveur de l'Espagnol. Et ce qui est dingue, c'est que c'est totalement l'inverse pour Lance Stroll, qui ne fait rien de spécial, mais s'en sort. Là, dans le sprint, il a fait ce qu'il a fait à Melbourne et à Shanghai. Il a été anonymement irréprochable sans être bon. Il a été éliminé en Q1, même s'il faut le noter, il a été gêné par Verstappen, et je comprends pas qu'il n'y ait pas eu de pénalité, il faudra y revenir, enfin j'y reviens maintenant. Il a fait un sprint complètement anonyme, mais il a su bien gérer sous la pluie, pas faire d'erreur, et il ne s'est pas arrêté du tout. C'est comme ça qu'il se retrouve 5e après la safety car, parce que ça lui permet de faire un arrêt, de pas faire un arrêt gratuit, et donc de terminer comme ça sous la safety car. En plus, il y a les pénalités des autres, du coup il prend 4 points alors qu'il n'aurait jamais dû en marquer dans ce sprint. Et en fait, ça c'est l'histoire de la saison, puisqu'il a 14 points Lance Stroll, mais il devrait en avoir 0, et il est largement dominé par Fernando Alonso cette saison. C'est incroyable, mais voilà, sans rien faire de spécial, il a bénéficié de bonnes stratégies, de bons paris de son équipe, des pénalités et des disqualifications des autres. Voilà, c'est dingue, et puis son Grand Prix a été du même acabit, même si le fait de s'être arrêté avant la VSC ne l'a pas aidé. Mais voilà, la situation Alonso-Stroll, c'est l'inverse, c'est paradoxal, les points disent totalement l'inverse de la vérité. Ce qui se passe chez Aston est dingue. Aston qui d'ailleurs est clairement la 9e force de ce championnat, marque des points trompe-l'œil, mais va terminer 9e de championnat, c'est catastrophique. Parlons rapidement de la 10e force, Sauber. J'ai pas grand chose à signaler, à part quand même que la voiture montre par instant des petits signes de vie, en témoignent les qualifs. 11e pour Hülkenberg le vendredi soir, 13e pour Bortoleto le samedi. Malheureusement, ça reste trop loin, ça reste trop dur de jouer les points, surtout quand Bortoleto s'arrête avant la VSC et connaît ensuite une casse moteur. Et ensuite, Hülkenberg, qui me semble maîtriser de mieux en mieux sa voiture, n'a pas été arrêté sous aucune des 2 VSC, alors qu'au un moment dans la course, il est 8-9e et il y a une VSC. Voilà, peut-être dommage de ne pas avoir saisi l'opportunité, même si la finalité, c'est que dans tous les cas, ça resterait trop loin pour Sauber. Un mot aussi rapide pour terminer des 3 malheureux du week-end, à commencer par Douane, avec qui la F1 est vraiment, vraiment injuste. Sa propre équipe qui le gêne dans les stands le vendredi et l'élimine en SQ1, ce qui tue son sprint. Sa course qui s'arrête au premier virage à cause d'un fait de course où on peut dire qu'il gère pas totalement très bien son véhicule, mais pour moi c'est quand même un fait de course. Et une qualif où il avait battu Gasly, qui, au final, ne sert absolument à rien. C'est dur, c'est très dur. Si en plus, c'était son dernier départ, c'est alors encore plus injuste. On ne lui aura pas du tout laissé le temps nécessaire. En plus, ces derniers temps, il commence à montrer des signaux positifs. Voilà, et même si malheureusement il n'a jamais été catalogué comme un crack, c'est peut-être le rookie le moins plaisant, le moins impressionnant de ce début de saison. Et voilà, les enjeux politico-financiers de Briatore et des sponsors l'emportent, je pense, sur la trace qu'il va laisser en Formule 1. On verra ce qui se passera avant Imola, mais la vie, la F1, est injuste avec Douane, clairement.
Quant à Biermann, week-end de difficile, il ne s'est pas aidé avec son crash en FP1, sa première tentative ratée en SQ1, mais il a pris le drapeau à damier en SQ1 également. Il a fait un très bon sprint à la manière d'un Lance Stroll avec la bonne stratégie, mais ça a été gâché par un unsafe release où il n'y est pour rien. Et son Grand Prix s'est malheureusement terminé dans une casse moteur, donc malheureusement sentiment partagé, même si j'ai le sentiment que c'était pas forcément le meilleur week-end de la carrière de Biermann. Et puis enfin, on a Lawson qui a encore du boulot, clairement, même si ses performances sont empirées par des éléments extérieurs. Il y a un souci de batterie en Q2, il y a le contact avec Doohan au départ qui provoquera finalement son abandon. Mais voilà, pour le reste, il est quand même dominé par le rookie Hadjar. Il a gâché son très beau sprint en envoyant Alonso dans le décor alors que c'était pas son virage d'après le règlement et qu'il était hors de la piste. Je trouve la manœuvre vraiment très bête et c'est pas la première fois que son racecraft et que son agressivité mal placée me laisse un petit peu pantois. Donc ouais, Liam a encore du boulot pour améliorer tous les points où il galère et pour se canaliser en piste parce que pour l'instant, il est en train de marquer pas mal de contre son camp. Allez, un rapide coup d'œil au classement. Piastri a désormais 16 points d'avance sur Norris, il en a repris 6 ce week-end. Verstappen lui commence à être décroché et se dessine un duel avec Russell pour la 3e place. Derrière, c'est serré entre Tonelli et les Ferrari alors qu'Albon est devenu le meilleur des autres et c'est mérité. On a ensuite une égalité entre Stroll et Ocon et juste derrière eux, Tsunoda à 9 points et Gasly et Sainz à 7. Côté constructeur, McLaren marque quasiment le double de points de Mercedes au week-end, plus 28 et s'envole déjà 105 points d'avance, c'est une folie. Mercedes, elle, creuse l'écart sur Red Bull qui a marqué autant de points que Ferrari. Je pense qu'on aura un duel pour la 3e place. Et on a Williams qui clairement s'envole pour la 5e position. Quant à Aston, eh bien, elle continue de mettre des points qui ne sont pas représentatifs et du coup, elle s'insère au beau milieu du duel pour la 6e place qui devrait se jouer entre Haas et Racing Bulls. Et puis on a Alpine qui a pris du retard, mais qui finalement n'est pas décroché. Je pense que sa vraie place c'est 8e. Mais avec tout ce qui se passe, finalement c'est pas encore mort pour viser peut-être encore un peu mieux. Vous avez également maintenant les notes, je passe très vite car ça reprend tout ce que j'ai dit. Verstappen et Albon sont pour moi les 2 pilotes les plus forts ce week-end, les plus irréprochables, à qui j'ai le moins de choses à redire. Piastri très bon, attention l'exécution en qualif, je pense que ça l'empêche d'être exceptionnel ce week-end. Antonelli magnifique, même si les courses n'ont pas tourné en sa faveur et qu'il n'a pas été non plus parfait, notamment dimanche. Ocon Hamilton a plébiscité, vraiment très bon. Hadjar excellent, Norris des petits détails mais quand même ça restait une bonne perf de sa part. Alonso, il y a le spin qui lui coûte des points, mais honnêtement, son début de week-end, il est génial et l'Aston, elle est cata. Russell, il a bien limité la casse, franchement, c'est top, hein, mais voilà, son week-end est quand même moins bon que ses précédents en termes de rythme pur, j'ai trouvé. Sainz est à plébisciter, mais sa partie sprint est cata, crash et raté en SQ2, et aussi son Grand Prix a laissé un poil à désirer. Hülkenberg, je mets une note pour essayer de lui faire remonter sa moyenne, parce que j'ai trouvé du positif. Leclerc, c'est peut-être un peu sévère, parce qu'il a tiré le maximum de sa Ferrari la plupart du temps, mais son Grand Prix m'a peut-être laissé un peu sur ma faim, et il y a cette erreur avant le sprint, forcément. Bortoletto, un peu comme Hülkenberg, je tente de noter à la même valeur. Stroll, c'était positif, honnêtement, pas dingue, il n'a pas révolutionné la roue, mais c'est pas mal. Gasly, je reste un peu sur ma fin de la Q1, peut-être qu'il voit un 6 comme les autres. Pareil pour Tsunoda. Et enfin, j'ai mis 5 à Lawson, qui me semble encore avoir pas mal de problèmes à régler. Et je n'ai pas noté Doohan et Biermann, qui ont été largement malchanceux sur le sprint et sur la qualif, même si tout n'était pas parfait, notamment du côté de Biermann. Il y a aussi les notes des équipes. J'attends vos notes dans les commentaires. Attention, week-end sprint, donc encore plus dur de noter. Dites-moi dans le calme et la paix, là où j'ai eu tort, les points que vous metteriez en plus ou en moins. Je suis comme d'hab ouvert à la discussion et c'est à la suite de vos remarques que j'ajuste mes notes pour tenter d'avoir la moyenne générale que vous retrouvez en description, la plus juste possible. J'en peux plus, j'arrête ma phrase. Allez, sur ce, merci à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Je vous attends comme tous les lundis en commentaire pour me donner vos notes. Je vous attends pour me donner vos avis sur tous les points chauds de la course, les McLaren, les Ferrari, voilà. Évidemment, comme d'hab, on sera là ensemble pour en discuter. Merci à tous de votre soutien et on se quitte avec Enzo Ferrari qui a déjà hâte de l'hiver prochain, puisque finalement, janvier-février, ce sont les meilleurs mois de Ferrari. Ce sont les mois où on croit depuis 15 ans que c'est enfin la bonne année. Et puis après, au bout de 2 mois, on a compris que c'était pas le cas. Allez, à bientôt, à janvier prochain pour les plus pessimistes.